Aujourd'hui, les sujets sont un peu différents. Parce que quand on parle de maladie de Parkinson, on pense directement au patient qui a un tremblement, au patient qui a une rigidité, au patient qui a des difficultés à la marche, le patient qui marche à petits pas. Mais, je dirais, on parle très peu des troubles cognitifs, qui sont la mémoire, que ce soit qu'on appelle les fonctions exécutives. Les Parkinson, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent et de plus en plus présent lorsqu'on fait un diagnostic de maladie de Parkinson. Donc, un peu d'histoire pour commencer. La première description claire des maladies de Parkinson, logiquement, a été faite par Parkinson, James Parkinson, c'est un médecin généraliste, en 1817, où il va décrire 6 cas de patients qui présentaient un tremblement et ce qu'il décrivait comme une pauvreté volontaire de mouvement. Il décrivait ces patients comme s'il était paralysé. Donc de là, traduit en anglais de shaking palsy, donc c'est la paralysie agitante. Donc la paralysie, les gens qui bougent, même si on a l'impression qu'ils sont quand même agités. Donc, dans cette première description de la maladie de Parkinson, James Parkinson trouvait que l'intellect, la cognition, n'était pas touchée. Donc, la mémoire ou autre fonction n'était pas touchée à la maladie de Parkinson. Et lui, il part du principe que la maladie de Parkinson, c'est une maladie purement motrice. Donc, lui, il pense, quand il décrit ce syndrome, que la maladie de Parkinson touche seulement les tremblements, la rigidité, les difficultés à la marche, mais que la cognition n'est pas touchée. Il a beau bien décrit, mais il n'était pas bon en tout, donc c'est clair qu'il s'est trompé. Parce que les Parkinson, ce n'est pas que les troubles moteurs, il y a beaucoup plus que ça. Et donc chez les Parkinsoniens, la dépression est très fréquente, l'anxiété, ce qu'on appelle les troubles cognitifs, la démence, les hallucinations, les troubles de comportement, d'autres symptômes comme ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, la chute de l'attention quand on se met debout, la constipation, les troubles vésicaux, les douleurs, les crampes, les paresthésies, plein de symptômes. Donc, les Parkinson, ce n'est pas seulement tremblement, rigidité, trouble de la marche, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc les années passent et donc Jean-Marie Charcot, un éminent neurologue français, va compléter la description de Parkinson et lui va dire qu'effectivement ces patients, ils sont en plus de ce tremblement et cette paralysie, ils sont ce qu'on appelle une rigidité. Donc une rigidité, quand on va examiner les Parkinsoniens, ils sont souvent une rigidité qu'on appelle une rigidité. Et donc, c'est Charcot qui décrit cette rigidité, et c'est Charcot qui va donner le nom de maladie de Parkinson à maladie de Parkinson. Donc, ce n'est pas Parkinson qui a donné son nom à la maladie, mais c'est plus tard que Charcot dit, voilà, ces patients, on va les appeler patients parkinsoniens. Les années passent, on arrive au début du XXIe siècle, et donc ici, c'est Konstantin Tretiakov, je vais dire, que lui, il va quand même décrire cette perte de cellules dopaminergiques dans une partie du cerveau qui s'appelle la substance noire. Donc, vous voyez ici un cerveau d'un patient parkinsonien par rapport à un cerveau normal. Vous voyez la différence, la substance noire. Ça, c'est le patient normal. La substance noire produit la dopamine. La dopamine qui est en manque chez les patients parkinsoniens. Et donc, vous voyez la différence entre les sujets contrôle, les sujets normal, par rapport à un parkinsonien, il n'y a plus de substance noire. Vous voyez plus cette substance noire qu'on va trouver sur les patients normaux. Puisqu'il n'y a pas de substance noire, on n'a pas de dopamine, et le manque de dopamine va provoquer les symptômes de la maladie de Parkinson. Tremblement, rigidité, akinésie, trouble de la marche, tout ce que vous voulez. Donc, je veux dire, on simplifie un petit peu, mais la maladie de Parkinson, c'est effectivement lié surtout à un manque d'un neurotransmetteur, un manque d'un produit qui s'appelle la dopamine. On continue, et donc c'est Ornikiewicz, donc toujours au XXe siècle, dans les années 60, qui découvre effectivement que c'est cette substance noire que je vous ai montré qui produit la dopamine et qui est vraiment très déficitaire chez les Parkinsoniens. Bon, ici vous voyez un PET scan d'un patient
parkinsonien par rapport à un patient normal. Ça, c'est un patient normal. Donc, on mesure la quantité de dopamine dans le cerveau. Un patient normal, ça montre ceci. Pour tout ce qui est plus jeune, c'est vraiment une présence d'un neurotransmetteur. La différence entre un patient normal et un patient parkinsonien, c'est manque de dopamine. Et donc, ces manques de dopamine est lié à quoi? Pourquoi est-ce que ces neurones de la substance noire meurent? Parce que pour des raisons qu'on ne connaît pas encore trop bien, il y a la formation de ce qu'on appelle des corps de Lewy, c'est une accumulation de protéines à niveau de la substance noire, et l'accumulation de ces protéines, de ce qu'on appelle ces corps de Lewy, va provoquer la mort neuronale de ces neurones qui produisent la dopamine, et le manque de dopamine va être responsable des signes de la maladie de Parkinson. Les jours qu'on va arriver à comprendre pourquoi ces corps de Lewy que vous voyez ici, là, s'accumulent dans la substance noire, les jours qu'on ne saura pas pourquoi, on aura peut-être un traitement pour la maladie de Parkinson. Pour le moment, vous le savez bien, malheureusement, on n'a pas de traitement curatif, on n'a que des traitements symptomatiques. Donc, petit résumé, Parkinson, c'est quoi? C'est une maladie dégénérative. Pourquoi dégénérative? Parce que du moment qu'elle commence, les processus évoluent, quoi qu'on en fasse. Et c'est lié surtout à cette mort des neurones dopaminergiques de la substance noire, ces morts des neurones qui produisent la dopamine. Donc, chez les parkinsoniens, il n'y a pas de dopamine, et ce manque de dopamine provoque le symptôme. Pour parler des troubles cognitifs, pour essayer un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe chez les parkinsoniens, parce qu'aujourd'hui on va parler des signes moteurs, aujourd'hui on va parler du traitement du Parkinson, aujourd'hui on va parler des troubles cognitifs de la maladie de Parkinson, il faudrait que je vous fasse un cours très rapide de neuropsychologie le moins compliqué possible, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, l'important c'est de comprendre quels sont les troubles cognitifs chez les parkinsoniens. Donc les cerveaux, vous le savez, c'est une machine extraordinaire, formée par des millions et millions de neurones qui travaillent en réseau. Et chaque partie du cerveau, elle est plus ou moins spécialisée dans une fonction cognitive bien différente. Nous avons différentes fonctions cognitives. Donc, on a la motricité, je répare le cortex moteur, donc je sais que quand je fais de façon volontaire ces mouvements-ci, quand je lève mon bras à droite, c'est mon cortex motrice gauche qui commande. C'est comme ça. Donc c'est quelque chose de volontaire. Je l'ai fait parce que je veux. On a aussi ce qu'on appelle les lobes frontales en rouge. C'est une partie du cerveau qui s'occupe de tout ce qui est attention. L'attention, c'est quoi? Mais c'est ce que vous devez faire aujourd'hui pour retenir ce que je vous dis. Si votre cerveau ne fait pas attention, vous allez sortir d'ici en disant c'est que tout ce qu'il a dit, j'ai retenu 10%. Donc il faut l'attention pour pouvoir retenir tout ce qu'on va vous dire. On a effectivement une partie du cerveau qui s'occupe des fonctions exécutives. Ça, c'est très important chez les parkinsoniens parce qu'elle est quand même perturbée. Les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est des fonctions qui vont gérer surtout par une partie du cerveau qui s'appelle le lobe frontal et qui s'occupe surtout de la capacité à s'adapter à des nouvelles situations. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. On a évidemment la partie du cerveau qui s'occupe du langage, et on a clairement la partie du cerveau qui s'occupe de la mémoire, la lobe temporale. Si on parle de la mémoire, à quoi ça sert la mémoire? La mémoire, ça sert à traiter une information, la traiter, la garder ou la récupérer. Je vous mets un exemple. Si je vous dis que mon anniversaire, c'est le 22 août, là, je viens de vous donner une information. Votre cerveau, bien l'enregistrer, et je peux vous demander, ok, ça va, à la fin de l'exposé, je vais demander quel est ma date d'anniversaire. Si vous faites attention, vous êtes capable de retenir l'information, donc vous retenez l'information, vous la gardez, et vous la gardez pourquoi? Vous la gardez pour la récupérer. Parce que je vous dis maintenant, je vais vous poser la question, donc vous dites, ok, au cas où je me pose la question, je ne le ferai pas, mais au cas où je vous pose la question, je vais essayer de retenir l'information. C'est ça, à ça que ça sert la mémoire. Ce type de problème, on les voit ici, plus ou moins la même chose.
même schéma. Vous faites attention. Je viens de vous donner l'information, 22 août. Vous la gardez. Il faut les stocker. On va les stocker où? On va les stocker dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et après, vous allez la récupérer. Parce que je vous demandais à la fin de l'exposé, c'est quand mon anniversaire. Et donc, il faut aller chercher l'information. Quelle est la grosse différence entre quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer ou quelqu'un qui a une maladie de Parkinson? Dans la maladie de Parkinson, la mémoire n'est pas touchée, en tout cas pas longtemps. La mémoire des Parkinsoniens travaille plutôt bien. Ils sont capables de retenir l'information, c'est-à-dire, si je prends un Parkinsonien ici, je peux lui dire 22 août, c'est mon anniversaire. À la fin de l'exposé, je vais demander c'est quand mon anniversaire. Peut-être il y aura quelques difficultés, mais si je lui donne un indice, c'est-à-dire, écoutez, mon anniversaire, c'est pendant l'été. Le Parkinsonien va répondre l'information et dit ah oui, vous avez demandé où. Ça, c'est le Parkinsonien. Le patient Alzheimer, il est incapable de me donner ma date d'anniversaire, même si moi je lui dis il y a les mois d'août. Pourquoi? Parce que les Parkinsoniens, ils ont enregistré l'information, ils ont du mal à la récupérer. Donc, les Parkinsoniens, l'information, il est ici. Chez un Alzheimer, on n'arrive pas à enregistrer, donc ça ne passe pas la première étape. Et donc ça, c'est important. Déjà, première grosse info. Les grosses différences. Les Parkinsoniens, ils n'ont pas des gros trous de la mémoire. Vous allez dire qu'évidemment, quelqu'un qui évolue depuis 25 ans, quand il a des Parkinson, à la fin, peut avoir des problèmes de mémoire. Mais la mémoire n'est pas vraiment touchée dans les Parkinson. Enfin, tout à fait différemment par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc, nous avons différents types de mémoire. La mémoire sensorielle, c'est la mémoire t'écoute, la mémoire de quelques secondes. C'est la mémoire de toute l'information qui arrive dans le cerveau. Je mets un exemple rapide et facile à comprendre. Je suppose que quand vous êtes venu ici aujourd'hui, de chez vous en voiture, vous avez probablement vu ou dépassé les voitures de couleur rouge. Vous les avez vues, parce que vous avez dépassé. Je pense qu'il n'y a personne qui est capable de me dire combien de voitures de couleur rouge vous avez vues. Mais l'information est passée à votre cerveau, parce que les yeux les ont vues. Qu'est-ce qui fait le cerveau? Il élimine l'information, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la mémoire qu'on appelle sensorielle. C'est toute l'information qu'on reçoit tout le temps. Mais maintenant, vous êtes en train de m'entendre. En même temps, on voit qu'il fait bon. En même temps, la température n'est pas mauvaise. Donc, toute l'information passe dans votre cerveau. Ce cerveau, il n'a pas besoin de savoir tout ça. Tout ça est éliminé. On a ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est la mémoire, par exemple, qui nous permet de retenir un numéro de téléphone. On n'est pas capable de tenir plus de 7 chiffres pendant plus de 3 minutes. Donc, si je vous donne un GSM 0475 66 78 62, vous êtes capable de me retenir pendant 2-3 minutes. Mais à la fin de l'exposé, sauf si vous ne faites pas l'effort ou vous les notez quelque part, vous serez incapable de les donner. Ça, c'est la mémoire de travail. C'est aussi une mémoire qui nous permet aussi, dans une table, une discussion, de parler. Madame me dit quelque chose, mon cerveau retient, je réponds. Madame me dit quelque chose d'autre sur la discussion, je réponds. Mais à la fin de l'exposé, je serai incapable de répéter tout ce qui a été dit comme un perroquet, parce que tout va être éliminé. Ça nous permet, cette mémoire, de retenir un petit peu. Et on a la mémoire à long terme, c'est la mémoire la plus utilisée, la plus importante. C'est la mémoire épisodique qui est touchée surtout dans l'Alzheimer. La mémoire épisodique, c'est quoi? C'est la mémoire qu'on a chacun. Encore un exemple, je veux dire, personnel. Si moi je vous dis 26 décembre 1999, je suppose qu'à la plupart de vous, ces dates, ça ne vous dit rien du tout. Bon, moi, ça me dit quelque chose, c'est la date de naissance de mon premier enfant. Donc, ça, c'est ma mémoire épisodique à moi. Elle est particulière. Chacun de vous, il a une mémoire épisodique qui est propre. Chacun, il a la sienne. Vous avez donné des dates. Moi, la date de mariage, la naissance d'un enfant. Évidemment, vous parlez d'une date, le 15 décembre 72. Moi, ça ne me dit rien. Donc, chacun d'entre nous, il a vraiment une mémoire épisodique qui est propre et qui est vraiment touché à la maladie d'Alzheimer par les Parkinson. On a aussi ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Par contre, là, on a tous la même.
tout le monde sait dans quelle ville on se trouve ici. On ne sait pas depuis quand, mais on le sait. C'est notre mémoire sémantique, c'est notre culture générale, tout le monde en a la même. Et on sait comment monsieur s'appelle, tout le monde le sait. On sait pas, vous n'allez pas me dire depuis quand vous le savez. Oui, vous dites oui. Quand il a été élu en 2008, ou peut-être avant, mais bon, on ne sait pas plus que ça. Et on a ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est la mémoire de ce qu'on apprendra à faire quand on est jeune et qu'on n'oublie jamais. Nager, normalement on n'oublie jamais. Faire du vélo, vous apprenez une fois, on n'oublie jamais. Au marché, on n'oublie jamais, sauf effectivement dans une pathologie de type neurodégénératif dans laquelle les choses peuvent s'aggraver en fin d'évolution. Donc les positions sont différentes. Dans l'Alzheimer, notre problème est surtout là, quand on trouve un problème de mémoire. C'est là que se trouve notre mémoire. Et quelqu'un qui a Alzheimer, c'est tout collectivement là. C'est quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, là, à niveau de l'hippocampe, se peut toucher, c'est à niveau de l'oeuf frontal que les patients ils ont des troubles et des problèmes. Ça, ce n'est pas trop intéressant. Donc, on parlait de la mémoire, et je vous disais que parmi d'autres fonctions cognitives du cerveau, il y a la mémoire, je vous dis, il y a le langage, il y a la motricité, il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et donc, c'est quoi les fonctions exécutives? C'est notre capacité à s'adapter à des nouvelles situations qui ne sont non routinières. Et ça, je pense que les gens qui vivent avec des Parkinsoniens vont mettre d'accord pour dire que ça, par exemple, chez les Parkinsoniens, c'est quand même défaillant. Les Parkinsoniens, pas tous, mais par définition, ils ont vraiment des difficultés à s'adapter à tout ce qui est nouveau. Ils vont avoir du mal à passer sur quelque chose qui n'est pas prévu. Et donc, pourquoi ceci est touché chez les Parkinsoniens? Pourquoi les fonctions exécutives sont touchées chez les Parkinsoniens? Parce que ça implique des structures surtout sous-corticales. Et donc, ces structures sous-corticales, donc pas à niveau des cortex cérébral, mais de façon plus profonde, que c'est touché typiquement chez les Parkinsoniens. Je vous mets un exemple des situations qui sont routinières. Je dirais, c'est assez les chaussures, allumer l'interrupteur quand on arrive, ça c'est pas compliqué. Évidemment, là on peut rien tester sur quelqu'un qui a un Parkinsonien. Mais l'exemple typique d'une situation non routinière dans laquelle je dois quand même faire travailler mon lobe frontal qui va être touché chez les patients qui ont mal de Parkinson. Donc si je vous dis que ce matin, pour venir à l'hôpital, j'étais sur l'autoroute, c'est un exemple, c'est pas vrai, mais bon. Bon, elle est souvent fermée, c'est vrai, mais bon, c'était pas aujourd'hui en tout cas. Donc en arrivant à Ferluy, l'autoroute est fermée, je ne voulais pas être en retard. Et donc, j'ai dû quand même m'organiser. J'ai dû quand même mettre en route mon GPS pour dire, OK, comment est-ce que je fais ici pour arriver à l'hôpital à l'heure? Donc, je dois quitter l'autoroute. Et donc, un nouveau itinéraire m'a été donné par les GPS qui m'a permis d'arriver à l'heure. Donc, j'ai dû m'organiser, j'ai dû planifier, j'ai dû inhiber mes envies de dire, c'est pas grave, hein, il faut attendre. Et j'ai dû rester flexible. Tout ça, vous avez compris, c'est un peu touché chez les Parkinsoniens. Et donc cette flexibilité est quand même un peu touchée. Et donc, quelqu'un qui a ce qu'on appelle un trouble dysexécutif, donc quelqu'un qui a les fonctions exécutives touchées, comme on peut trouver chez quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, il a quoi? Il a une hyperactivité. Donc, il a ce qu'on appelle une petite aboulie. On a l'impression que les Parkinsoniens ils ont un petit peu du mal à démarrer. Ils ont parfois des difficultés à donner ou inhiber une réponse attendue. Incapacité à s'adapter aux nouvelles règles qui changent, dans un jeu par exemple. Et des troubles d'attention parfois. Donc, on peut tester tout ça. Il y a différents tests pour tester les fonctions exécutives. Une des tests les plus fréquents, ce qu'on appelle les tests de la tour de Londres. Donc, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est la fin du jeu. Ça, c'est le départ. Et donc, le but est quand même
de prendre une seule boule à chaque fois et de faire le moins de mouvements possible pour arriver là. Donc on commence par ici. Donc ce qu'on va faire, logiquement, donc on va mettre la bleue ici, vous direz. On sort la rouge. 2 mouvements. La bleue, elle repasse. Et la jaune, on la met. Donc à 4 mouvements, c'est fait. Un parkinsonien, il a du mal à faire ça. Il met du temps. Et donc ça, c'est un test qui permet vraiment en neuropsychologie de mettre en évidence, on ne va pas mettre en évidence les maladies Parkinson sur ces tests, mais on va mettre en évidence des troubles des fonctions exécutives sur les tests. Donc, qui peut nous permettre effectivement, pour quelqu'un pour lequel on a quand même une difficulté à poser un diagnostic, le fait de passer les tests neuropsychologiques, si on les fait passer les tests, ils nous disent, voilà, écoutez, du point de vue mémoire, c'est nickel, tout va bien, mais quand on les fait passer des tests comme la Tour de Londres, là, il est très mauvais. Et ça veut dire qu'effectivement, c'est probablement une maladie de type parkinsonien. Deuxième test, des tests de Stroop aussi, dans lesquels, je vous ai dit, les parkinsoniens, ils ont parfois du mal à inhiber une réponse attendue. Ça, c'est des tests de Stroop. Donc, ce qu'il faut faire, il faut dire la couleur de chaque mot, et pas les mots lui-même. Donc, ici, il faut dire vert. Il faut dire jaune. Ok? Donc, c'est difficile, parce qu'il faut inhiber. On aurait tendance à dire vert, jaune, on aurait dit noir, mais on aurait du mal à dire ce qu'on nous attend. Et donc, chez les parkinsoniens, c'est typiquement touché. Et donc, c'est un deuxième test qui nous permet effectivement, je répète encore une fois, jamais on fera un diagnostic de maladie de Parkinson, c'est vraiment sur des tests neuropsychologiques, mais c'est quelque chose qui nous permet effectivement de mettre en évidence des troubles cognitifs chez les Parkinsoniens. Et ça, c'est les tests de Stroop qui nous permet effectivement de tester ce qui est perturbé chez les Parkinsoniens. C'est la 3e ou 4e fois que je le dis, c'est les fonctions exécutives. La mémoire, elle est préservée pendant très longtemps, mais c'est surtout typiquement ces types de tests qui sont perturbés. Et donc, dans quel type de pathologie on va avoir effectivement cette atteinte des fonctions exécutives? Bon, il est clair que la plus fréquente des maladies neurodégénératives, là, c'est la maladie de Parkinson, mais il est clair qu'on peut avoir un accident vasculaire cérébral qui touche le lobe frontal qui va provoquer ça, une tumeur cérébrale peut provoquer ces pathologies, et un trauma crânien aussi. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas faire un diagnostic de maladie de Parkinson sur un bilan neuropsychologique. Les bilans neuropsychologiques nous aident à confirmer notre idée de diagnostic. Il y a d'autres fonctions, mais bon, ça c'est un peu moins intéressant. Donc, qu'on appelle les fonctions visuospatiales, c'est très touché chez les Parkinsoniens. Donc, on demande aux patients de copier cette figure, on leur donne 5-10 minutes pour la regarder. Et après, il doit recopier à côté. Je pense que, bon, là, personnellement, je pense que c'est très mauvais là-dedans parce que là, je n'arrive pas à arrêter. Donc, mais bon, c'est le test qui nous permet un petit peu de voir où sont les problèmes chez les patients qui viennent nous consulter pour des troubles cognitifs, pour des troubles de la mémoire ou pour d'autres problèmes. Et là, c'est le Tremé qui teste aussi. Chez les Parkinsoniens, peut être perturbé. Donc, il y a une partie A et une partie B. La partie A, mais ce n'est pas tout compliqué. On commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça, le Parkinsonien passe plutôt bien. Par contre, la partie B elle est un peu plus compliquée. Donc, on commence par le chiffre 1, mais on parle de 1, on peut aller à A, lettre A. À lettre A, on doit aller au chiffre 2, qui est là. Chiffre 2, on va à B. De la B, on va au numéro 3. De numéro 3, on va au C. Donc, on complique la tâche. Et là, les Parkinsoniens sont un peu moins bons. Ils ont un peu plus de mal à faire ces tests-ci. Et donc, là encore, ce qu'on appelle le Train Making Test nous permet aussi de mettre en évidence chez les Parkinsoniens ce qu'on appelle une altération des fonctions exécutives. Tout ça, ce n'est pas mathématique, évidemment. Ce n'est pas comme ça pour tous les patients. Chaque patient est différent. Mais bon, là, on parle de moyennes, des pourcentages de patients qui vont être mauvais dans ce type de tests. Le langage. Le langage est souvent conservé chez les Parkinsoniens. Donc, ils vont
effectivement avoir des difficultés à articuler liées à sa maladie, à la rigidité de la musculature, mais tout ce qui est troubles faciques, ils n'ont pas de difficulté à trouver les mots. Donc le langage est quand même souvent préservé chez les parkinsoniens, mais c'est effectivement, avec le temps, ils vont développer ce qu'on appelle une dysarthrie des types parkinsoniens, donc des difficultés à articuler liées à la maladie. Donc on arrive, après ces petits cours rapides de neuropsychologie, un concept qui je pense est important de définir, la démence. La démence, c'est un terme français un peu despectif. Donc quand on parle d'un patient dément, on se dit, on pense tout de suite au patient psychiatrique attaché à un lit, bien loin de là. Donc la démence, c'est quoi? C'est un déficit cognitif acquis. Donc c'est quelqu'un qui a toujours bien travaillé, bien fonctionné pendant toute sa vie et qui à un moment dans sa vie commence à avoir des problèmes. Que ce soit les mémoires, que ce soit les langages, que ce soit les fonctions exécutives, on sait les cas, c'est les parkinsoniens. La démence, donc c'est une affection, souvent une affection de type neurodégénératif, mais quand on parle de démence, ce n'est pas seulement Alzheimer, Parkinson ou autre. On peut avoir une démence parce qu'on a fait un accident vasculaire, on peut faire un accident vasculaire dans une partie du cerveau qui s'appelle le thalamus, qui peut provoquer des troubles cognitifs et qui peut donner une démence. On peut avoir une maladie comme le Creutzfeldt-Jakob ou le sida qui va provoquer une démence. On peut avoir un traumatisme crânien grave avec 15 jours de coma et on va développer une démence. Donc tout ça pour dire l'alcool, même chose. Évidemment, chez les alcooliques aussi développent une démence de type qu'on appelle le Wernicke-Korsakoff. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que démence n'est pas égale à Alzheimer, démence n'est pas égale à Parkinson. Il y a plein de causes, plein d'étiologies qui peuvent provoquer ce qu'on appelle un trouble démentiel. Et donc, quand on arrive tout ce qui sont les troubles cognitifs et les Parkinson, je pense que là, on commence un petit peu à comprendre ce qui se passe chez les Parkinsoniens. Donc, quand on veut définir la démence chez un patient qui a Parkinson, c'est un syndrome démentiel qui commence de façon insidieuse et progressive et qui va se développer évidemment dans le cadre des maladies de Parkinson. C'est pour ça que j'appelle la démence chez les Parkinsoniens. Donc, on doit avoir au moins 2 troubles, mais les plus fréquents, c'est les fonctions exécutives. Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est, vous avez vu comment on peut les tester. Le langage, j'ai déjà dit, il est souvent bien préservé. Et on peut effectivement ajouter au tableau lié à la démence parkinsonienne la présence d'hallucinations, une apathie, une somnolence, trouble de l'humeur, etc. Ce qui arrive, que souvent, ces troubles cognitifs sont déjà présents de qu'on fait diagnostic de Parkinson. Bon, il est clair qu'on sait aujourd'hui que quand on dit à un patient, voilà, mais écoutez, avec votre tremblement, votre rigidité, moi je pense que vous avez une maladie de Parkinson. Bon, quand on dit ça à un patient aujourd'hui, on sait que c'est une maladie, il est là depuis 15, 20 ans. Donc la maladie commence 15, 20 ans avant que le diagnostic soit fait. Et le processus pathologique a commencé 15, 20 ans avant. Et donc souvent aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les signes précliniques de la maladie de Parkinson, de plus en plus à la mode. Donc souvent, la perte de l'odorat, c'est quelque chose qui disparaît assez rapidement chez les Parkinsoniens. Et quand on voit un patient aujourd'hui à qui on dit, voilà, écoutez, j'ai l'impression que vous avez un Parkinson, quand on lui demande, est-ce que vous avez perdu l'odorat, elle dit, ah oui, ça fait 15-20 ans que je ne sens plus rien. Et donc on a parfois des signes précurseurs qui peuvent déjà nous donner quelques signes avant-coureurs comme quoi le Parkinson était déjà là. Donc, ce qui est clair, qu'aujourd'hui, quand on fait le diagnostic de Parkinson, la maladie est déjà minimum 10-15 ans avant. D'autres signes cliniques précliniques qui sont fréquents, la constipation. Je ne dirais pas que tous les patients constipés sont à risque d'avoir une maladie de Parkinson, ce n'est quand même pas fréquent, mais c'est qu'on sait que c'est effectivement chez les Parkinsoniens, la constipation est déjà présente des années avant que le diagnostic soit fait, et le trouble de sommeil aussi. Donc, encore une fois, je ne dis pas que tous les patients qui ont un trouble de sommeil vont développer un Parkinson, mais quand on parle des Parkinsoniens, on les demande est-ce que vous avez trouble de sommeil, difficulté à dormir depuis des années, ils vont dire oui, ça fait des années que j'ai du mal à dormir.
Donc, la physiopathologie de tout ceci, je viens déjà vous le dire. Donc, cette fameuse manque de dopamine, c'est neurotransmetteur. Quand on a une manque de dopamine, on a quoi comme symptôme? On a surtout un tremblement, on a une rigidité, on a une marche à petits pas. Et donc, tous les médicaments qu'on va aujourd'hui donner aux Parkinsoniens, c'est quoi? Mais c'est de donner la dopamine que le cerveau n'a pas. Donc, la Prolopa, le Stalevo, ce n'est juste que la dopamine. Donc, ce n'est pas un traitement curatif, on va dire, voilà, votre cerveau il est en manque de dopamine. Donc, on vous donne la dopamine, et c'est comme ça que les symptômes sont bien améliorés. Comment est-ce que cette maladie va évoluer? Et c'est comme ça que vous allez comprendre les troubles cognitifs. Je vous ai dit que la maladie de Parkinson est liée à l'accumulation de cette fameuse corps de Lewy. C'est une ensemble de protéines, c'est une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine. Et donc l'accumulation de cette alpha-synucléine va créer des corps de Lewy à niveau cérébral, qui normalement ils ne devaient pas être là. Donc c'est une accumulation pathologique. Et l'accumulation de ces corps de Lewy va provoquer la mort des neurones dans lesquels il va arriver. Donc, on a différents stages ou étapes dans les Parkinson. Dans les Parkinson, on va commencer à niveau du mésencéphale tronc cérébral. C'est là que ça commence. C'est là qu'il se trouve, je vous ai dit, la substance noire que je vous montre au départ. Et donc, ces corps de Lewy vont commencer là, à s'accumuler. Là, peut-être le patient, il n'a pas grand-chose comme symptôme. Peut-être qu'il n'y a même pas un tremblement. Mais la maladie, elle a déjà commencé, tout doucement. Et donc, ces corps de Lewy que vous voyez ici, vont continuer à s'accumuler. Et donc, vous voyez comment 1, 2, 3, 4. Et ils vont commencer à prendre d'autres régions du cerveau, comme si c'était une infection, tout doucement. Et donc, ici, effectivement, le patient va commencer à avoir un vrai tremblement, il va avoir une difficulté à la marche, il va avoir peut-être des problèmes de mémoire, et ça va continuer à évoluer. Et vous voyez la différence ici, ces corps de Lewy, vous voyez ici, ils sont partout, ils sont pris pour le cerveau, et c'est là que le patient va avoir vraiment des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, une altération des fonctions exécutives. Donc c'est une pathologie dégénérative, vous le voyez ici, ça évolue, cette accumulation des corps de Lewy commence là, ça peut commencer 10-15 ans avant. On a peut-être fait le diagnostic ici, peut-être le patient il a consulté ici, le neurologue, c'est ici que peut-être va commencer le traitement. Et là, malheureusement, les choses ils ont continué à évoluer 10, 15, 20 ans après. On peut vous montrer encore toujours la même chose. Ces substances noires, c'est un patient normal, hein, donc pas de Parkinson ici. Ces substances noires dans le cerveau qui produit la dopamine. Par rapport à un patient parkinsonien, vous voyez la grosse différence en haut en bas, patient normal en haut, patient parkinsonien en bas. Et donc, les troubles cognitifs chez les parkinsoniens, ils vont arriver après 8 à 10 ans d'évolution. Quand je dis 8 à 10 ans d'évolution, c'est après avoir fait le diagnostic. Ok, donc quand on fait le diagnostic aujourd'hui en patient parkinsonien, les troubles cognitifs, l'altération des fonctions exécutives ne vont pas arriver tout de suite, mais si parfois ils sont déjà là dès qu'on fait le diagnostic, la plupart des problèmes vont commencer après ce qu'on appelle la fameuse lune de miel, où tout va bien pendant 10-15 ans, et après les problèmes commencent à arriver, les médicaments il est un peu moins efficace, on fluctue, on a des dyskinésies, on doit faire des changements de médicaments, et aussi les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs vont apparaître. Et donc, ces troubles cognitifs, c'est quand même très fréquent chez les Parkinsoniens, et on en parle très peu, parce qu'on essaie quand même on est toujours attiré par les tremblements et la rigidité, mais 40% des patients vont développer des troubles cognitifs, ce qui est quand même presque la moitié. Et donc, il est clair que quand on commence à avoir des troubles cognitifs, quand on commence à avoir des troubles de la mémoire, quand on commence à avoir une altération des fonctions exécutives, c'est clair que ça, c'est un élément négatif dans les pronostics de la maladie, parce que c'est là que les patients commencent à être de plus en plus difficiles à gérer, parce qu'ils vont développer des hallucinations, parce qu'ils vont développer tout le comportement, parce que la vie des couples commence à être un peu plus compliquée dès que ces troubles de apparaissent. Quels sont les facteurs de risque chez un parkinsonien?
pour développer ces troubles cognitifs. Bon, comme partout dans ce type de pathologie, c'est le facteur de l'âge. Plus on est âgé, plus on a des risques à développer des troubles cognitifs assez rapidement. Ce n'est pas la même chose de poser un diagnostic de maladie de Parkinson à quelqu'un qui a 65 ans. On sait bien que pendant des années, on n'aura pas trop de problèmes. Quand on pose un diagnostic de maladie de Parkinson chez quelqu'un qui a 85 ans, ben, c'est clair que là, on risque effectivement d'avoir déjà d'emblée des troubles cognitifs. Et donc, un autre facteur de risque, c'est la sévérité du syndrome parkinsonien. Plus les patients sont rigides, plus les patients sont difficiles à équilibrer avec les traitements, plus on a des risques que ces patients puissent déjà avoir, dès qu'on fait un diagnostic, des troubles cognitifs. Et un autre facteur de risque pour avoir des troubles cognitifs, c'est l'apparition assez rapide d'hallucinations. Donc, les hallucinations visuelles, c'est quelque chose de très fréquent chez les Parkinsoniens. Il y a deux causes. D'une part, la maladie elle-même. La maladie de Parkinson peut provoquer des hallucinations. Le deuxième, les médicaments, les agonistes dopaminergiques ou même la prolopate peut provoquer des hallucinations. L'effet que quand on fait un diagnostic de Parkinson, les hallucinations visuelles apparaissent rapidement, c'est un facteur de risque pour se dire que ces patients risquent assez rapidement d'avoir des troubles cognitifs, une altération de fonction exécutive au-dessous de la mémoire. Bon, comment est-ce qu'on peut voir si un patient parkinsonien a des troubles cognitifs? Donc, c'est clair que c'est typique chez les parkinsoniens, c'est la lenteur de mouvement, mais c'est la lenteur dans la réponse, ce qu'on appelle la lenteur de raisonnement. Donc, il y a une augmentation des temps de traitement de l'information. Donc, on va poser une question à un parkinsonien, il va mettre un peu plus de temps à répondre. Ce n'est pas qu'il est plus bête ou plus idiot que quelqu'un d'autre, mais il faut juste attendre un petit peu, il va répondre. Donc, les parkinsoniens, ils sont un peu plus ralentis dans la réponse sera correcte, mais il sera plus lente. Donc, il faut juste avoir la patience, quand on pose une question, de laisser au patient de répondre. Deuxième grand point, mais maintenant vous êtes au top pour la neuropsychologie, l'altération des fonctions exécutives est quand même fort et spécifique dans la maladie de Parkinson. Les troubles de la mémoire, je vous ai déjà dit, n'est pas touché, en tout cas rapidement, ça vient, mais ça vient beaucoup plus tard. Ce n'est pas les profils de patients Alzheimer, bien loin de là. Et encore une fois, le langage reste quand même assez préservé assez longtemps chez les Parkinsoniens. Encore une fois, je vous répète, les patients parkinsoniens, ils ont des difficultés articulées liées à sa maladie, liées à la rigidité, mais ils n'ont pas de difficulté à trouver les mots quand on va les tester. Donc, qu'est-ce qui est touché comme test quand on passe des tests? Je vous l'ai montré la tour de Londres avec les petites boules qu'il fallait changer. Et surtout, les tests de Stroop, c'est là où il fallait quand même inhiber la réponse devant le changement des couleurs. C'est des tests qu'on va faire passer chez les Parkinsoniens et qui vont nous donner quand même l'information assez intéressante pour un patient qui consulte pour une maladie de Parkinson dans laquelle on n'a pas fait quelques doutes. Mais l'effet de passer des tests neuropsychologiques peut déjà nous donner une information précieuse. La mémoire, je vous l'ai déjà dit, elle est peu touchée chez les Parkinsoniens. Et si on donne une information, je l'ai dit au début, ils sont capables de récupérer l'information si on donne des indices. L'exemple que je vais vous donner, c'est le 22 août. Donc, les Parkinsoniens qui ne se rappellent pas de la date, si je lui dis c'est durant l'été, les Parkinsoniens seront toujours capables de récupérer l'information. Alzheimer, il sera incapable. C'est la grosse différence entre les Parkinson et l'Alzheimer à ce qui concerne la mémoire. Il y a aussi différentiel. Effectivement, je dirais, ce n'est pas parce qu'on a un Parkinson qu'on va développer d'emblée des troubles cognitifs. C'est 40%, donc il y a 60% des patients qui n'ont pas de troubles cognitifs. Un Parkinsonien peut être déprimé. Et quand on est déprimé, on peut aussi avoir des troubles cognitifs liés à la dépression. Donc parfois, il faut quand même faire attention avant de dire à quelqu'un vous avez une maladie de Parkinson et en plus vous avez une démence, parce que parfois les patients sont juste déprimés et ça suffit d'essayer d'améliorer la dépression pour que les choses s'améliorent.
Il y a d'autres maladies qui peuvent donner les mêmes symptômes, qui peuvent donner une rigidité type parkinsonienne, qui peut donner un tremblement, qui ressemble fort à la maladie de Parkinson, mais ce n'est pas la maladie de Parkinson. L'atrophie multisystémique, on appelle la PSP, c'est la paralysie supranucléaire progressive, la déficience cortico-valsale, la démence condyloïde. Donc il y a toute une série de pathologies neurologiques qui peuvent effectivement mimer le Parkinson. Ce n'est pas le Parkinson. Comment faire la différence? Ce n'est pas tout évident. Parce que, bon, heureusement, malheureusement, surtout en neurologie, tout n'est pas mathématique. Mais la grosse différence pour faire la différence, la façon de faire une différence entre un vrai Parkinsonien et tous ces patients qui ont souvent les mêmes signes de maladie de Parkinson, donc ce n'est pas toujours facile de faire la différence, c'est d'essayer un médicament qu'on n'approuve pas. Donc, les seuls patients qui répondent à l'approuve pas, c'est les Parkinsoniens. Donc, si on a quelqu'un en consultation à qui on se dit, oui, ça a l'air un Parkinson, mais bon, il y a d'autres choses qui ne collent pas trop. Donc, les tests qu'on fait, c'est on va essayer l'approuve pas. Alors, on leur dit, voilà, vous allez prendre 125 mg d'approuve pas pendant 15 jours, on se revoit après. Des possibilités. Une, le patient, il arrive, écoutez, ma vie a changé, j'ai beaucoup mieux, je ne tremble plus, je suis rigide, je marche beaucoup mieux. C'est clair que c'est un Parkinson. Parce que c'est seulement les Parkinsoniens qui répondent à l'approuve pas. Les autres, ils reviennent, ça va pas mieux. Si après avoir mis l'approuve pas en route, les patients, au début de la maladie, évidemment, on ne parle pas ici des patients qui ont Parkinson depuis 25 ans, là c'est quand même différent, mais chez quelqu'un à qui on vient de faire le diagnostic, maintenant, on hésite un peu, s'il n'est pas amélioré par l'approuve pas, je pense qu'il faut déjà se mettre un grand point d'interrogation pour se dire, est-ce que c'est un vrai Parkinsonien ou c'est une autre type de pathologie qui semble beaucoup à maladie de Parkinson et qui n'est pas un Parkinson. Voilà. Ici, on va faire un peu d'histoire maintenant. Je pense que vous me connaissez, monsieur. Et donc, si vous regardez sur YouTube, vous mettez Hitler et Parkinson, vous allez voir pas mal de vidéos d'Adolf Hitler, juste à la fin surtout. Il y a une vidéo très intéressante, je pense que quand il est en train d'encourager les enfants qui défendent Berlin avant que les Russes arrivent à Berlin. Et donc là, on voit clairement Hitler qui essaie de cacher son tremblement. C'est un tremblement parkinsonien, vous le voyez vraiment. Donc les caméramans, ils étaient malins, ils essaient de cacher, mais ça se voit. Et donc il y a typiquement un tremblement parkinsonien. Donc Adolf Hitler, c'est clair, quand on voit la vidéo, qu'il a eu une maladie de Parkinson. Heureusement, je veux dire, heureusement qu'il a une maladie de Parkinson, parce que je vous ai dit que les Parkinsoniens, ils ont du mal, du point de vue neuropsychologique, à s'adapter à des nouvelles situations. Ils ont du mal à inhiber les réponses logiques qu'on attend. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a quand même commencé à gagner la guerre de façon très facilement. Au moment où il a décidé, il a une fixation, ça c'est grâce au Parkinson, c'est d'attraper et d'envahir la Russie rapidement, même si tous les généraux l'entouraient, lui avaient dit, écoutez, c'est pas une bonne idée, parce que l'hiver va arriver, il va être long, et après, on ne sait pas comment on va faire pour donner à manger et que l'essence arrive en Russie comme il faut. Et donc, malgré tout ça, il a quand même décidé de déclencher l'opération Barbarossa. C'était son idée à lui, parce qu'il était incapable d'inhiber une réponse tendue. Il a eu une rigidité qu'on peut avoir chez les Parkinsoniens. Et le résultat a été ce qu'il a été. On va dire que c'est pas si mal pour lui d'avoir eu un mal de Parkinson. En tout cas, surtout pour le reste de l'Europe. Je suis un Parkinsonien, bien connu à mon avis de tous. Moi, je l'ai connu dans mon enfance, pas personnellement. C'est Francisco Franco, général espagnol, qui a régné malheureusement la guerre civile en Espagne, et qui a gouverné l'Espagne avec un main de fer pendant 40 ans. Franco aussi, il a développé, il a eu un Parkinson. Vous regardez des vidéos des années fin 70, il est mort en 75, donc à partir des années 70, 71, vous regardez sur YouTube, vous mettez Franco, Parkinson, et alors lui, ben évidemment, il s'est caché bien, mais ça évidemment,
on était 30 ans plus tard, ben, les caméras, ben, ils étaient malins, ils savaient tout cacher, et donc ils étaient plus malins, on ne les voit pas trembler, il faut juste l'entendre parler. Et alors là, Franco parlait avec comme un parkinsonien. Là, il n'y a pas de doute. Et donc Franco, ben, c'est quand même soutenu par l'Église catholique pendant des années. Donc c'était l'Espagne, c'était l'Église. Et donc, dans la fin des années 73-74, il est mort en 75, donc le terrorisme de l'ETA était de plus en plus important, et donc ils sont quand même arrêtés 5 ou 6 terroristes de l'ETA, et donc ils ont été condamnés à mort par Franco. Et donc même le pape Paul VI lui a demandé la clémence pour ces 6 terroristes. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il était incapable, lié à son Parkinson, d'inhiber la réponse attendue. Donc, je dirais, il est clair que je pense qu'à la fin de la vie, il avait des troubles cognitifs, et que ça a fait que même les papes qu'il avait défendu, l'Église catholique avait défendu pendant 40 ans, même les papes lui ont demandé la clémence, il a dit non, il a refusé. C'est qui quand même, 20 ans avant, était quand même tout à fait illogique. Pourquoi est-ce qu'il a fait? C'est parce que probablement, vraisemblablement, il avait une démence de Parkinson. Vous les connaissez tous aussi? Clairement, il avait mal de Parkinson. Clairement, quand vous voyez les vidéos du début de Bélise du pontificat à la fin, mais bon, vous voyez un petit peu comment ils évoluent, avec une pape qu'à la fin il ne savait plus marcher, on ne les comprenait pas quand il parlait. Malheureusement, lui, il avait des histoires qu'il n'a pas été traité. Il n'a jamais eu un traitement parkinsonien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur surtout de l'esquinésie. L'esquinésie, c'est des mouvements incontrôlés qu'on peut avoir chez les parkinsoniens. Et donc, ils se sont dit, bon, ok, ça va, imaginez qu'on est à la place Saint-Pierre, à la télé, devant des millions de personnes, et que notre pape, qui a pris son traitement comme il fallait, commence à avoir des mouvements dans tous les sens, ça a été quand même mal vu. Et donc, ce qui était décidé, ce n'est pas de traiter. Donc, il n'a pas eu de traitement. C'est qu'évidemment, on n'a pas amélioré les choses, et c'est pour ça qu'il n'était pas effectivement, à la fin de vie, il n'était pas très beau. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup mieux. Ça a été décidé comme ça. Bon, là, ici, je pense qu'il a pris des décisions peut-être à la fin, dans les années, il est allé en Afrique, je pense, années 90, l'épidémie de sida battait les records. Et donc, le pape est arrivé en Afrique pour dire que c'était un péché d'utiliser des préservatifs. Quand les gens mouraient par des millions liés au sida, je pense que c'était aussi lié à un petit peu à ces troubles cognitifs. Je ne le défends pas. Mais bon, je pense que là, il y avait aussi probablement des troubles cognitifs qui ont fait qu'il n'a pas su donner la réponse attendue, et lié au fait que son Parkinson a empêché qu'il puisse effectivement, je ne dirais pas qu'il ne devait pas dire aux gens d'utiliser les préservatifs, mais dire que c'était un péché en Afrique quand des millions de personnes mouraient, je ne pense pas que c'était le meilleur conseil à donner à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc oui, tous les trois, ils ont eu le Parkinson. Pour Hitler, c'est une bonne chose. Pour Franco et Jean-Paul II, c'est un peu moins bon. Et les troubles affectifs, donc chez les Parkinsoniens, mais on a d'autres troubles qu'on va trouver, effectivement, l'anxiété, la dépression, les attaques de panique, l'apathie. C'est souvent là, donc parfois la dépression, elle est déjà là avant que les signes cliniques apparaissent, donc parfois la dépression c'est aussi un signe préclinique de Parkinson. Et donc, elle peut être aussi évidemment liée à l'état du patient. Donc évidemment, si la maladie évolue, les patients sont bien et on peut être de plus en plus déprimés. D'autres signes qui peuvent, dans le Parkinson, qui peuvent mimer une dépression, c'est évidemment un manque parfois de dynamisme, c'est lié à la maladie. L'hypomimie, c'est un manque de mouvement.
la bradykinésie, les troubles physiques, etc., etc. L'anxiété aussi est très, très fréquente, parfois liée aussi aux périodes off. Donc évidemment, un parkinsonien qui prend son médicament qui est bien, il va être bien pendant 2-3 heures. Dès que la dopamine commence à être un petit peu, dès que le patient va être un peu en manque de dopamine, l'anxiété peut augmenter. Les patients peuvent dire, écoutez, je suis sûr que je dois prendre mon médicament parce que je me sens fort anxieux. Donc c'est souvent des signes de la phase off de la maladie de Parkinson. On a ce fameux syndrome d'hyperactivité dopaminergique qui a fait courir des litres et des litres d'encre. Donc, ces troubles de comportement liés à une hyperstimulation dopaminergique. Souvent, les patients de Parkinson deviennent très dépendants de la dopamine, de leur traitement. Ils commencent à se consommer. Et là, on peut avoir effectivement tout le comportement assez important. Les jeux pathologiques, les gens qui vont au bingo jouer tout le temps, les sergents compulsifs, donc ça peut être lié aux médicaments, donc d'acheter tout n'importe quoi, l'hypersexualité, les comportements répétitifs sans aucun but, ça peut être lié aux médicaments, donc il faut quand même pouvoir les mettre en évidence, parce que bon, parfois les patients ils n'en parlent pas, parce que bon, il prend ça pour le pas, et donc parfois on peut avoir des gros problèmes de comportement liés à l'abus de prolopan. Les hallucinations, mais ça peut être lié, je vous l'ai dit, à la maladie elle-même. Aux deux, ça peut être lié aussi aux médicaments. Il faut quand même faire la différence entre une hallucination qui va apparaître souvent la nuit dès que la lumière va disparaître. Les hallucinations visuelles sont beaucoup plus fréquentes. Et les hallucinations sur les patients parkinsoniens ne font pas toujours peur. Donc c'est assez étonnant, je ne sais pas pourquoi, par rapport aux hallucinations chez l'Alzheimer. L'Alzheimer a toujours peur, il va avoir des voleurs, il va avoir des gens qui viennent les tuer, il va avoir de méchants monstres qui viennent les tuer. C'est typique de l'Alzheimer. Chez les Parkinsoniens, oui, il y a des hallucinations, mais sont beaucoup moins faciles à gérer, plus faciles à gérer. Et souvent, les patients n'ont pas les médicaments, ils n'ont pas besoin des médicaments. Pour ça, chaque cas est différent. Si je parle d'une impression, je dirais générale clinique, mais chez les Parkinsoniens, les hallucinations, souvent, on ne donne rien du tout parce que les patients ils disent écoutez, moi ça va, je sais bien que c'est pas vrai, ils sont là, je n'ai pas peur. Mais autant gérer comme ça qu'avec des neuroleptiques qui vont vraiment casser les patients. On termine tout doucement. Je parlais 2 minutes sur une étude dont je pense que j'ai parlé ici il y a quelques temps, étude COMPA qui a été faite en France. Et donc c'est une étude qui était destinée à l'entourage. Donc que les Parkinson, je dirais, c'est pas facile pour les patients, mais bon, je dirais dans ce type de pathologie, l'entourage aussi. Je pense qu'un souffre est pas mal. Et donc en France, on commence à intéresser, ils ont fait une enquête sur l'entourage du Parkinsonien. Et donc ils ont envoyé 3000 questionnaires à l'entourage et on a quand même ils ont recruté 1000 réponses. Et donc qu'est-ce qu'ils voulaient savoir un petit peu, c'est que c'est les contraintes quotidiennes de l'entourage des patients parkinsoniens. Comment la maladie peut jouer sur la vie de tous les jours, sur la vie des couples, etc. etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que 39% des conjoints font appel aux aides de l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros pourcentage qui gère ça tout seul, et qui n'est pas une excellente idée, surtout quand la maladie a bien évolué. 42% des conjoints recherchent parfois un soutien psychologique, la famille, médecin traitant, association Parkinson. Je pense que c'est un endroit ici où l'entourage peut aussi avoir l'information, peut aussi discuter avec d'autres patients. Donc je pense que c'est hyper important, autant pour les patients que pour les conjoints. Ce qu'on voit avec cette étude, c'est qu'effectivement, la vie du conjoint est quand même fort limitée aux patients, tout autour des patients, et que, par exemple, 20% de l'entourage des conjoints, ils ne font rien d'autre que s'occuper de leurs patients, de leurs conjoints qui ont mal Parkinson.
la moyenne d'heures, bon, 8 heures par jour en moyenne, s'en occupe. Et je vous dis, plus la moitié, ils font ça tout seuls. Donc, ce qui n'est pas, à mon avis, une très bonne idée parce qu'on termine finalement souvent par claquer. Donc, ils sont un petit peu amusés à savoir en quoi les leçons ils ont aide. Mais bon, ils sont 25% pour faire la toilette, 24% pour s'habiller, 9% pour sortir, prendre les médicaments 14%, prendre les repas 7%. Il est clair que plus la maladie évolue, le pourcentage évidemment va augmenter de plus en plus. Quels sont les signes qui gênent le plus les conjoints concernant la maladie de Parkinson? Donc, dans cette étude, ce qui gêne le plus, c'est l'interne mouvement. Donc, les conjoints, en tout cas dans cette étude, dans ce questionnaire en France, sont surtout gênés par que les patients parkinsoniens sont lents. Les difficultés à la marche, difficultés pour écrire, la fatigue et l'anxiété. La fatigue, effectivement, on n'en parle pas souvent, mais c'est un des symptômes aussi fort connus chez les parkinsoniens. Donc, les parkinsoniens sont souvent fatigués. Mais pour éviter la fatigue, il faut faire le contraire que s'asseoir, sinon s'activer. Plus on en fait, mieux c'est. Moins on en fait, plus on sera fatigué. Donc ce qui arrive souvent, c'est qu'effectivement le parkinsonien, il est très dépendant de son médicament. Donc le parkinsonien, il a besoin de son médicament et que la surveillance des médicaments devient presque, je dirais, les points les plus importants de la journée. Donc, il donne, dans cette étude, il donne quand même 10 conseils pour l'entourage. D'une part, se faire aider. Je pense que c'est clair qu'ici, on ne parle pas des patients parkinsoniens qui ont une maladie bien contrôlée, et les patients parkinsoniens qui commencent à avoir déjà des troubles cognitifs. Je pense qu'il y a déjà un point d'appel pour se dire peut-être j'ai besoin d'aide, je ne vais pas gérer ça tout seul. Déculpabiliser, donc je dirais, mener une vie le plus normale possible, de sortir, de ne pas dédier sa vie parkinsonienne, s'informer sur le cinéma de Parkinson pour bien la comprendre. Encore une fois, je pense que ce type d'association Parkinson, c'est bien pour l'entourage aussi, parce que le fait de connaître la maladie permet clairement de mieux la gérer. Donc, évidemment, quand on ne connaît pas et que quelqu'un dit je suis fatigué, si j'ai hallucination, c'est pas bien, mais quand on sait que c'est logique et ça fait partie du signe de la maladie de Parkinson, je pense que ça permet de mieux comprendre la maladie et ça permet aussi de mieux gérer son patient. Le conseil n'est pas hésiter à contacter l'association Parkinson. Je continue à faire des choses à deux, parler au médecin traitant s'il y a des points de dépression et essayer quand même un petit peu de rester lucide sur les capacités du patient. Je termine tout doucement. Donc, en conclusion, je dirais quoi? Je dirais qu'entre 30 et 40% des patients qui présentent une maladie de Parkinson développent une démence, le trouble cognitif. Le trouble cognitif, surtout caractérisé par des fonctions exécutives, pas du tout de la mémoire. Il est clair que quand la démence arrive, ça va aggraver les pronostics de la maladie. Les troubles cognitifs arrivent 10 ans, 15 ans après le diagnostic est fait. Elle va toucher, j'ai déjà dit, surtout les fonctions exécutives. Parfois, on peut mettre les patients sous traitement anticholinésterasique, c'est des médicaments qu'on utilise pour la maladie d'Alzheimer. Je vous le dis par expérience, je ne pense pas que ça marche. Mais bon, c'est quand même décrit dans la littérature. La dépression est souvent présente avant l'apparition des signes moteurs. Et les hallucinations visuelles sont très fréquentes, parfois liées à la maladie, parfois liées aux médicaments. Et je pense qu'il ne faut pas oublier l'entourage du patient. Et je pense que les conjoints qui ne se trouvent pas bien et qui gèrent tout, je pense qu'ils ne doivent pas hésiter à demander de l'aide. Et donc voilà, je vous remercie.